Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith, diffusée sur YouTube Première de France 24 et sur toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur leur parcours, les changements dans leur vie, les circonstances de ces changements et leurs conséquences. Bonjour Laurence Fischer. Bonjour Julie. Vous êtes triple championne du monde de karaté dans la catégorie des plus de 60 kilos. Vous avez eu votre premier titre de championne du monde à Rio de Janeiro au Brésil en 1998. Vous aviez alors 25 ans. Vous avez fondé il y a 9 ans votre association Fight for Dignity, se battre pour la dignité. Une association qui accompagne les femmes victimes de violences pour qu'elles se reconstruisent grâce au sport. Et depuis 2018, Fight for Dignity est présente en France dans 19 lieux médicalisés, mais aussi en RDC, en République démocratique du Congo. Mais avant de commencer cet entretien, nous sommes à l'heure des élections municipales et vous souhaitiez parler du rôle des mairies et des collectivités territoriales pour le développement du sport. Oui, effectivement, merci pour cette introduction. C'est un moment très important qui nous attend. Et après avoir vécu cette parenthèse enchantée qu'ont été les Jeux Olympiques et Paralympiques, l'importance du sport aujourd'hui dans la société est telle que les portes, les mairies et les territoires sont extrêmement importants. Ça reste souvent une thématique secondaire, mais on a pu voir aussi l'impact que ça avait eu après les Jeux, la manière aussi quel a été l'engagement autour du sport, son héritage, tel que la semaine olympique paralympique dans les écoles, le terre de jeu qui a permis aux collectivités de mettre en avant le sport sur le territoire et dans les mairies, mais aussi on a de très grands enjeux de santé, d'éducation, avec ce merveilleux outil qu'est le sport. Et voilà, les finances manquent. C'est pas forcément, alors peut-être pas très objectif parce que moi-même je crois beaucoup au pouvoir du sport, mais en tout cas voilà de l'inquiétude, en tout cas de l'appropriation de cette thématique vraiment importante pour chaque Français. À l'heure des restrictions budgétaires, la culture et le sport peuvent en faire les frais. Oui. Venons-en à notre entretien qui est consacré au changement Oui. dans la vie. Vous commencez le karaté à l'âge de 12 ans. Votre père était gardien de la paix et ceinture noire de karaté. C'est lui qui vous a amené sur le tatami ? Oui. C'est lui qui m'a amenée avec tout début à l'âge de 6 ans. Il était vraiment passionné sans avoir fait de sport de haut niveau. Et j'ai trouvé ça à 6 ans un peu trop difficile. Je suis quelqu'un d'assez timide. Et puis j'en ai fait quelques mois, j'ai arrêté. Puis il a insisté lui-même en devenant enseignant à 12 ans. Il m'a dit non, viens. Il est vrai que pendant ce temps-là, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fini par la danse folklorique. C'était beaucoup pour lui et en attendant, je passais quand même mon temps au bord du tatami le soir à manger mon sandwich avant de rentrer à la maison avec lui. Et je pense que j'étais certainement imbibée, voilà, passivement, mais pas tant que ça. Et il a bien vu que j'étais une jeune femme assez introvertie et timide. Et c'est vrai qu'à 12 ans, je l'ai suivi. Et voilà, j'ai fait la carrière que j'ai fait après, comme quoi, merci papa, c'était bien, Pour les débuts. oui. Mais entre faire du karaté pour retrouver la confiance en soi et puis devenir championne du monde, il y a une marge et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je suppose qu'il y a aussi des sacrifices. Donc racontez-nous, c'était combien d'heures par semaine ? Alors la notion de sacrifice, je pense que même si on choisit pas quand on est enfant, mais c'était plutôt un choix à un moment donné parce que j'aurais pu vraiment faire autre chose, mais c'est devenu un choix parce que j'en avais besoin et c'était vraiment le moyen de m'exprimer, de confirmer qui j'étais par une connaissance de soi, par une pratique effectivement intensive. C'était beaucoup de travail, mais vraiment que j'y allais volontiers parce que j'aimais ce que je faisais. Et surtout, j'avais compris les règles et je les avais acceptées. Des règles qui devaient quand même convenir au respect de mon intégrité physique et mentale. Alors, en ayant eu certainement la chance d'avoir des sachants, des experts bienveillants.
et qui m'ont permis de m'épanouir pleinement et de sentir à quel point j'avais le privilège de pratiquer. Donc évidemment que c'était difficile, c'est du 20 heures par semaine, sans être rémunéré, parce que c'est une discipline non professionnelle. Mais je pense que dans les valeurs que l'on connaît de Pierre de Coubertin, même s'il était assez misogyne, mais je veux dire que c'était l'époque, mais en tout cas celle portée par ce mouvement olympique, c'était complémentaire. C'est-à-dire que c'était pour moi un moyen de m'épanouir, de m'émanciper en tant que femme, en pouvant en parallèle être indépendante, autonome, et c'était vraiment un tuteur. Donc je ne dis pas j'avais en termes de vie personnelle, sociale, De vie de familiale. vie familiale qui est arrivée beaucoup plus tard et après ma carrière, c'est un fait, mais j'ai dû toujours travailler à côté et c'était extrêmement équilibrant. Faire des études de très haut niveau aussi, mais c'était équilibrant. Ça m'a permis vraiment d'avoir une approche, de donner peut-être un autre sens à la pratique au-delà de la compétition. Donc il n'y a pas des choses que vous regrettez, que vous n'avez pas pu faire, des envies que vous n'avez pas pu réaliser? Absolument, j'ai rien regretté. Mais par contre, alors aussi pourquoi? Parce que j'ai vécu les choses pleinement. Et je vous dirais que l'engagement qu'on peut avoir dans le sport de haut niveau, c'est si on le fait vraiment pour simplement, et on considère la finalité d'être champion, euh, les regrets, les frustrations peuvent subvenir. Et c'est parce que ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je vivais les choses à l'instant présent et pleinement en, en me disant que l'échec et la victoire, finalement, faisaient partie du jeu. Chemin. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autre chose. Alors, j'aime la nuance, mais là, en l'occurrence, dans le sport, il n'y en a pas. Ça peut sembler cruel, mais du moment qu'on accepte cette règle-là, et que j'ai accepté, je m'y suis adaptée, et les leçons que j'en ai tirées, c'était merveilleux. C'est-à-dire que, je sais pas, comme exemple, à la fois sur l'accélérateur de conscience de qui j'étais, je suis pas allée au bout de 2 finales de championnat du monde parce que j'avais une américaine qui était l'inverse de moi. C'était que moi je suis très offensive, très généreuse, chose que je peux vous dire aujourd'hui parce que j'ai eu la capacité de l'exprimer et donc de l'analyser par le combat, donc de l'exprimer aujourd'hui. Et cette américaine, c'était tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle était en attente et elle attendait l'erreur. Et une fois qu'elle avait, le karaté, c'est des points. Donc, comme en escrime, je marque un point en faisant une technique au corps, je marque 3 points au visage et on cumule le nombre de techniques. Et cette américaine ne faisait rien. Elle était 2 fois championne du monde, simplement simplement ne faisant rien, simplement en étant sur la défensive. Vous voyez? Ouais. Mais c'est de belles leçons parce que moi, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive aussi à laisser venir. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai analysé de ma personnalité, c'est je suis comme ça. Donc, elle m'a aidée, d'où le fait aussi, vous voyez l'état d'esprit, par rapport à l'aspect concurrent, compétition, j'ai considéré Elisa O comme une partenaire. Si j'avais pas eu cette difficulté-là dans le combat, j'aurais pas pu faire ce travail aussi sur moi et sur ma capacité à augmenter mes compétences. Mais aussi un Voyez? profond respect de l'adversaire. Donc on apprend de son adversaire. Partenaire, oui. Ouais, partenaire, oui. Pour atteindre un tel niveau, 3 fois championne du monde, 7 fois championne d'Europe et 11 fois championne de France. Bon, on n'y arrive pas tout seul, hein. Non. Qui vous entraîne, Oui. dans quel club? Vous avez bien raison, on n'y arrive pas tout seul. Et c'est les derniers championnats du monde que j'ai fait et avant la fin de ma carrière, en 2006, avant la remise de médailles. Et voilà, c'était à Tampere. Et Tampere, c'est en Finlande. Oui, on a voyagé pas mal. J'ai terminé ma carrière en Scandinavie, en Finlande, et c'était merveilleux. Et pardon, je voulais Et donc qui vous a entraîné? Parce qu'on n'y arrive pas toute seule, hein. Bien sûr qu'on n'y arrive pas. Et c'est pour ça, j'aime bien la devise de la comédie française, Simule singulis. C'est être singulier parce qu'on est soi-même, mais avec les autres, avec tout le monde. Et c'est vrai que ça a commencé par mes parents, et puis un entraîneur à Marseille, puisque j'ai grandi à Marseille, merveilleux, qui justement, il était aussi ingénieur, donc il était à la fois, il a su arriver au plus haut niveau européen et en même temps, c'était une catégorie léger.
et en même temps, faire ses études et devenir ingénieur. C'est des exemples en fait de capacité à arriver à faire plusieurs choses à la fois. Et quel souvenir vous gardez dans les quartiers nord de Marseille de Les quartiers nord, alors karaté? tout à fait, les quartiers nord, ça a été dans le cadre de ce double cursus, donc à la fois haut niveau et j'ai dû travailler dans la ville de Marseille. Les quartiers nord, c'était le constat que les jeunes n'avaient pas accès au sport, au corps. Ça a été vraiment peut-être une première prise de conscience de la. Je vous donne un exemple concret. Et par exemple, pour réchauffer le corps, on fait une petite, on tourne comme court comme ça. Et les petits avaient les mains, donc on transpire un peu, et ils étaient étonnés d'avoir les mains Qui transpire. qui transpirent. Vous vous rendez compte? Et là, donc je me suis dit: «Comment moi qui ai cette exigence du haut niveau, en travaillant beaucoup, je vais devoir m'adapter pour rendre cette pratique accessible et leur donner l'envie?» Mais même après ça, une fois si on leur donne l'envie de pratiquer, il faut que la famille ait aussi exactement les moyens d'aller, dans le club. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a tout un processus d'inaccessibilité avec des conditions et des relations aux autres, à soi, parfois c'est assez compliqué. Ouais. Et est-ce que dans cette longue carrière, vous avez eu des blessures? Est-ce que parfois vous avez eu envie, d'abandonner? Non, j'ai eu des blessures, très peu. Alors pour moi, c'est assez surprenant. Les blessures, alors oui, j'ai eu une blessure, la plus importante, c'était, fin de carrière, justement 1 an avant la fin avant les championnats mes derniers championnats du monde. C'était aussi, dans le cadre de la fin de mon cursus, ESSEC, à Cergy-Pontoise, voilà. Et donc je me blesse, la ponévrose plantaire, sous le pied, et donc je peux pas marcher pendant 3 mois, et c'était assez étonnant parce que c'est comme si, vous n'existiez plus, dans le monde du haut niveau, et où, voilà, ça semblait, il y a beaucoup moins de soutien, Vous disparaissez vite? voilà. C'est assez ça fait partie du jeu, mais donc il faut trouver le moyen De revenir. de revenir, ouais, tout à fait. Alors le karaté, c'est un art martial, mais qui fait partie des sports de combat. Alors vous, est-ce que vous faites une différence? Et quelle différence y a-t-il entre art martial et sport de combat? Est-ce que c'est le rituel, par exemple? Le rituel. Alors oui, c'est intéressant. Alors je pratique le sport. La compétition, c'est du sport. Donc j'ai eu une éducation, j'étais, éduquée à faire, du sport. Je différencie pas le karaté, du tennis de table ou du basket-ball ou du handball ou d'escrime. Heu, Art martial parce que le karaté est donc japonais. J'ai montré Voilà. une de vos Il prises. y a vraiment des spécificités. Là, je fais un coup de pied circulaire face à la japonaise que j'ai rencontrée en finale, mes derniers championnats du monde en 2006, et donc on a des règles qui sont, communes, dans le sport, pour qu'il ait aussi cette universalité. Et l'école française, voilà, les personnes qui sont formées, passent des examens, à la Fédération française de karaté et disciplines associées. On parle pas d'arts martiaux, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on porte des kimonos, des ceintures, Il y a un sensei, il y a un c'est sensei, l'enseignant. c'est l'enseignant, c'est l'enseignant. Donc on peut ou ne pas, on travaille sur un tatami, donc on travaille on s'entraîne dans un dojo, et c'est ce qui amène Dojo, c'est la c'est salle. la salle où on pratique le Karaté. karaté, le judo, donc l'aïkido, le kendo, donc qui sont des disciplines japonaises. Après, comment est-ce qu'on s'approprie aussi, moi je ne suis pas japonaise, je n'ai pas cette culture, je suis française. Comment est-ce qu'on s'approprie, cette culture-là et ces arts martiaux? Et donc oui, je m'y suis intéressée à la culture japonaise, au zen, au shintoïsme, à ce qu'ils peuvent faire, la cérémonie du thé, la vie de japonais, c'est fascinant. Et parce que c'est l'origine de la discipline. Mais aujourd'hui, quand j'ai commencé à pratiquer donc en 1981 et quelques, je ne sais plus, je l'ai pratiqué dans une culture, de
française. Donc Oui. voilà. Et c'est ce qui a fait Mais notre force d'ailleurs. il y a un respect du cérémonial, enfin, Absolument. très fort, non? Oui. Et avec une maîtrise de soi, donc, c'est-à-dire maîtrise de ses émotions, Oui. et puis une grande humilité, non? Oui, mais est-ce que c'est pas le propre, normalement de tout pratiquant de sport? Je pense que c'est des valeurs qui sont intrinsèques, au sport, quand maîtriser ses émotions, ça fait aussi c'est se donner aussi la capacité de pouvoir, s'exprimer, si je récupère le ballon, qu'il y a un point décisif en handball parce qu'on est à égalité, il va falloir que je maîtrise mes émotions pour, placer mon ballon. Enfin, donc j'essaie aussi de distinguer hem, cette spécificité hem, parce que c'est une culture. L'art martial, c'est une culture. Ça, on va pas dire d'un boxeur qui pratique un art martial, même si c'est le noble art. Mais ça reste, du combat, c'est risqué, heu, mais je l'ai pratiqué dans un cadre, avec des formations, validées par l'État français. Vous voyez? Cette nuance, mais ça ne m'a pas empêché de m'intéresser à Deshimaru, qui a été un donc je vous invite à lire ses ouvrages autour des arts martiaux, de l'état d'esprit, du zen, donc du ne plus penser, donc vivre l'instant présent, du fait que quand on s'engage sur un tatami, il y a des prises de risques, et le rituel fait aussi comment je me détache de qui je suis dans la vie, que je sois étudiant, avocat, chercheur d'emploi, je suis un karatéka, avant tout. Et c'est vrai que ce rituel est aussi intéressant pour arriver, ensuite à Mais ça vous a changé? ça a changé. En quoi cet art martial ou sport de combat, ça donne confiance en soi? Ah, la confiance en soi, elle vient, du cadre déjà, c'est-à-dire d'avoir un cadre, qui permet de s'exprimer, et peut-être de se dépasser parce qu'on prend un risque physique quand même, à l'entraînement. On prend des risques, quand on s'engage sur des techniques de coup de poing, de coup de pied ou de projection, et donc c'est la question. En quoi ça donne confiance en soi? Et en quoi ça vous Oui, a alors changé? voilà, la confiance, je pense qu'elle est venue, vraiment par la pratique, par l'échange, par la bienveillance et la possibilité que me donne l'autre à l'entraînement ou de pouvoir, exprimer à la fois, mes peurs, mes émotions, dans ce que j'ai de positif, d'affirmer qui je suis, de me l'autoriser, mais aussi de mettre en avant ce qui peut sembler être vulnérable, mais que j'ai aussi à travailler, qui va être, ma peur, qui est naturelle aussi, encore une émotion qu'on a tous, le la le, mmh, la peur qui se traduit de différentes manières. Est-ce que je peux y aller? Le courage, ou plutôt de dire: «Non, non, j'y arrive pas», et on n'arrive pas à l'entraînement, dans le même état, émotionnel parce qu'il se passe des choses dans notre vie, et et le fait de mettre le corps en mouvement et de s'engager envers l'autre en faisant ces techniques, en ayant l'autre en miroir, comment je vais le recevoir aussi? Vous voyez, cet échange, cette connexion à l'autre, fait qu'on prend de l'assurance, on se dit: «Ah tiens, j'arrive à faire ça». Alors on se dit: «Oh non, mais je pensais pas que j'en étais capable», ou à l'inverse, on se prend, un coup de pied à l'entraînement dans le respect. Ça veut dire que ça vient jamais avec une mauvaise intention. C'est vraiment, on prend le risque on se dit potentiellement qu'on va faire mal à l'autre alors qu'on ne veut pas, et on s'engage, et je me prends un coup de pied, comment je vais réagir? «Ah, tu m'as mis un coup de pied, je vais te le rendre». Bon, non, en fait, ça marche pas comme ça, parce qu'on est en apprentissage aussi, et c'est dans ce processus-là qu'on se dit: «Ah, on a une preuve concrète». La compétition, finalement, c'est comme un contrôle, c'est comme à l'école. C'est la sensation que j'ai eue en 98, c'est: j'ai bien travaillé, je suis championne du monde. C'est un aboutissement à un travail, très, intense, voilà, Rythmé, millimétré. voilà, et après j'ai tourné la page et j'ai vécu autre chose dans ma pratique parce que j'ai acquis une confiance parce que j'ai gagné aussi, ça donne confiance. Le résultat est très objectif, donc ça aussi c'est rassurant, et puis aussi, le fait d'être en travail et de se poser des questions,
ça m'a aussi aidée à aller plus loin dans ma recherche, à me dire ah tiens, quand je m'exprime comme ça, quand je m'engage comme ça, on a 3 grands axes en fait qui je pense sont communs dans le sport, mais pas que. C'est l'engagement physique. Et donc c'est le corps qui va vers l'autre. Un engagement mental aussi, on va parler de volonté, de D'engagement. oui, de courage, comment je fais face au stress, à la peur, parfois même la peur de gagner. Et le dernier point, donc l'aspect mental qui aujourd'hui est vraiment important, même à l'inverse, quand on a des athlètes, on en parle beaucoup, mais pas que. Je pense qu'on a ces précurseurs, c'est pas que dans le sport de haut niveau qu'on peut avoir des burn-out, qu'on peut avoir des périodes dépressives, peut-être parce qu'on met peut-être un peu trop l'accent sur le résultat. Et le troisième aspect aussi extrêmement important, il est technique. Oui. Et je pense que ça rejoint tous les métiers. Il faut, parce que je maîtrise ma technique, parce que je connais mon corps, le physique, et que j'arrive j'arrive pas au bout de 3 minutes ou 2 minutes 30 de combat, parce que les combats durent 3 minutes, totalement essoufflé. Le risque que je prends, c'est que mon partenaire prenne l'ascendant, et il aura raison, je n'ai plus de conditions physiques. Donc comment je gère mon corps, comment j'évite d'être blessée, comment je suis à l'écoute de mon corps, et aussi comment donc l'intégrité mentale, donc comment je gère mon mental, comment je me le nourris, et comment aussi je me mets en capacité d'être disponible à l'autre en combat. Et si ces trois axes se travaillent en même temps et de manière à peu près égale et en harmonie, je pense en tout cas, c'est ce vers quoi j'ai tendu à être assez, et c'est pour ça que j'ai pas de regrets, épanouie sur le tatami. Et est-ce que faire du karaté, ça facilite aussi dans la vie la confiance dans les autres? Pas seulement en soi, mais dans les autres. Merci pour cette question. Et ça ne va pas sans. Je pense que c'est comme des vases communicants. Si l'autre est miroir, si j'ai confiance en moi, je pense que l'autre va le ressentir, et du coup je l'ai même constaté moi, c'est-à-dire que j'étais quand même assez introvertie. Je pense que c'était aussi un manque de confiance parce que certainement un niveau d'exigence est important, et donc je me suis dit mais de toute façon ce que je fais ou ce que je dis n'est pas intéressant, quand j'étais beaucoup plus jeune, et donc je ne m'exprimais pas. Et finalement, j'ai fait le constat que m'exprimer physiquement sur le tatami m'a entraînée à aussi oser prendre la parole. Et prendre la parole, c'est aussi une manière d'être en miroir avec l'autre, et donc de sentir que finalement, la confiance, elle est... Il y a une réciprocité. Voilà. En tout cas, faire au fond le karaté, ça permet d'acquérir une double compétence. C'est acquérir une très grande puissance physique et en même temps savoir ne pas l'utiliser. Alors finalement, ce qu'on dit sur le karaté, on peut pas le dire, il me semble, sur tous les sports, parce que le sport, ça peut être un facteur de cohésion sociale, d'esprit d'équipe, de fair play, mais ça peut favoriser l'individualisme, ça peut susciter la haine au-delà de la compétition et voire entraîner des violences. C'est le cas notamment dans le football, par exemple. Comment on peut éviter cette dérive? C'est très juste, il y a le dopage aussi. Oui. Absolument. Je pense que c'est l'éducation. C'est la prévention, c'est la sensibilisation, et c'est rappeler la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on pratique? Pourquoi est-ce qu'on décide d'enseigner? Dans quel état d'esprit est-ce on amène un jeune à qui on identifie du potentiel au plus haut niveau, parce qu'on sent ce qui a été mon cas, il y a des capacités, il y a naturellement une volonté de la part de l'athlète, et puis la gouvernance, le cadre, qu'est-ce qui fait que on n'en arrive pas à ces extrémités. C'est aussi la gouvernance, comment les gens gèrent les clubs professionnels. On parle du foot. Comment on amène
il y a des enjeux aussi qui sont économiques. Bah oui, l'argent, c'est partie C'est ça. et le dopage, c'est deux dérives dans le sport. Oui. Et par exemple, ça a pas l'air d'être le cas dans le karaté. C'est la nature. Alors après, c'est la nature humaine. Il y a du dopage même dans les sports non. Je prends l'haltérophilie. Dans l'haltérophilie, il y a de la compétition. Dans des sports où il n'y a pas de compétition, il y a des personnes qui vont se doper parce que voilà, c'est regrettable. Peut-être sans avoir vraiment conscience aussi de l'impact que ça peut avoir au niveau de leur santé. Donc c'est pour ça que la prévention est très importante et l'entourage. L'entourage, alors après ce sont des choix, mais c'est important que l'entourage aussi soit bienveillant et rappelle, voilà, que Bon, il y a aussi les enjeux économiques qui sont, oui, vont au-delà de l'entourage. oui, les enjeux économiques, la professionnalisation du sport ne doit pas normalement empêcher, mais il y a enfin, oui, je suis d'accord. Ça rejoint le fait heu, idéalement aussi c'est pour ça qu'il faut un accompagnement, enfin moi j'y crois beaucoup, sans tomber dans l'assistanat, mais de se rendre compte de s'ouvrir au-delà de notre pratique, même professionnelle, pour avoir une vision, avoir peut-être un peu de recul sur l'ensemble du champ des possibles au-delà de notre pratique professionnelle. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a certains athlètes, en foot notamment, voilà, qui quand ils ont un entourage, c'est pour ça que je reviens sur l'entourage, parce que ça compte beaucoup. On n'y arrive pas seul. Ouais. Et après, on a le choix quand on est, conscient, de dire oui ou non. À 28 ans, vous avez réussi le concours d'entrée de l'ESSEC, une école très connue, d'économie et de commerce. Alors comment vous avez concilié l'entraînement de haut niveau, de karaté et les études? Moi, j'avais pas de vie sociale. C'est ça, c'est simple. Une très, très grande, soif d'apprendre. Très, très grande soif d'apprendre. J'étais, quand j'ai en Vous fait avez dit plus de 20 heures par semaine, c'est ça, bah, oui, c'est pour ça que j'avais pas de vie sociale. Ouais. Et j'ai dû accepter, alors il se trouve que j'avais déjà été 2 fois championne du monde en individuel, donc en 98 et 2000 par équipe. Ça a été une expérience merveilleuse, le par équipe aussi, et c'est la première fois que l'équipe de France aussi féminine était championne du monde. Donc j'étais un peu soulagée aussi de pas pouvoir, aller plus loin si ce n'est de reproduire, les titres. Et donc je me suis dit, j'ai eu je pensais pas qu'en fait j'aurais pu, j'avais le complexe du sportif et je pensais pas que j'aurais pu rentrer dans cette grande École. école. Je l'ai préparée et en fait je l'ai fait comme quand, j'étais athlète. Enfin, j'ai demandé à ma tante, je serai éternellement reconnaissante, ma tante qui est médecin, et qui dirigeait le service, pneumologie à Montauban. Je lui ai dit: «Voilà, je veux préparer, 2 concours, l'ESSEC et le SCP», parce que je pensais pas que je pouvais y avoir accès, mais on m'a dit que c'était possible. Donc on a passé tout l'été, en même temps que préparer les championnats du monde j'étais à Toulouse. Et je suis restée. Alors c'est un effet de rester assis pendant 3 heures, donc j'avais un programme pour bien préparer chaque examen et de pouvoir, j'avais mal aux jambes, j'ai pleuré, donc il faut savoir que je pleurais beaucoup, hein. Je suis quelqu'un de sensible, donc je pleure. J'assume pleinement, le fait d'avoir cette sensibilité, d'être émotionnellement, voilà, je pleure. Et donc autant vous dire que quand je préparais le Taj-Maj pour le SCP à l'époque, c'était l'examen, qui était dédié aux sportifs de haut niveau à l'ESCP. J'arrivais pas à faire un problème de mathématiques de 3e quand même. Vous vous rendez compte? Et je pleurais parce que et puis vous sortez de votre zone de confort à devoir, même si j'étais très motivée, que j'avais ce cadre, ma grand-mère et ma tante qui m'aidaient. Je me suis dit: «Mais là, c'est comme si vous démarriez quelque chose après avoir arrêté mes études depuis un certain nombre d'années». Et voilà, et je me suis préparée, j'ai échoué à ESCP
et l'ESSEC qui en plus avait une chaire dédiée au sport. Et donc l'expérience de l'SCP, comme quoi on apprend vite, m'a servi à pouvoir 15 jours après être arrivée encore plus déterminée, sans être complexée pour l'examen, et j'ai réussi. Mmh. Ouais. Et alors arrive la rencontre Ouais. avec les femmes afghanes, et ça a été un grand changement pour vous. C'était en 2005. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a suscité cette Mais rencontre? il se trouve que Comment comme ça s'est alors passé? cette rencontre, elle s'est produite là nous sommes sous un immeuble à Kaboul, c'était c'est la première équipe nationale afghane, donc la plus âgée, Zora ici a 16 ans. Et en plus en fait, j'y suis allée dans le cadre justement de la fin de mon cursus ESSEC. On est en août 2005, j'y passe un mois, et avec l'ONG Pli International, qui à l'époque s'appelait Sport sans frontières, je me rends et je soutiens le programme. Donc j'avais travaillé avec Et en Afghanistan, ça existait l'art martial? Je non, suppose non, que non, c'était non. pratiqué par les hommes? Alors c'est pratiqué par les hommes, mais ça faisait 2 ans que les talibans venaient de partir, et qu'il y avait vraiment une volonté aussi il y avait le premier ministère des femmes à l'époque, et de permettre et de rendre la pratique accessible. Et au départ, voilà, Et là, et là on voit avec 2 fillettes afghanes. et ce sont les mêmes. Là c'est Mina qui depuis est devenue dentiste, et qui malheureusement, j'ai plus de nouvelles depuis le retour des talibans. Qui est maman. Et là, on est arrivé à les faire venir en France pour qu'elles témoignent justement de l'évolution, du fait qu'elles aient accès à la pratique. Elles m'ont portée aussi sur ma dernière saison en 2006. J'étais de retour de blessure, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elles m'ont vraiment portée. C'était une année où j'ai tout gagné, parce que j'ai vraiment réalisé à quel point on n'était pas du tout égaux, notamment dans la liberté en l'occurrence, de pratiquer du sport quand on est Et une vous femme et une jeune fille. et vous êtes en lien avec ces femmes qui ont fait ces filles qui ont fait du karaté avec vous ou pas? Malheureusement plus, donc j'étais en contact quand j'étais au Quai d'Orsay, quand j'étais ambassadrice, par leur entraîneur qui était en grande difficulté pour sortir du pays. Il y a eu certaines athlètes qui sont arrivées en se faisant aider par les fédérations internationales, je pense au handball ou au football, à sortir du pays parce qu'elles étaient menacées de mort. Donc là, on est depuis le retour des talibans, donc il y a 4 ans. Et oui, il fallait qu'elles passent par le Pakistan avec leurs propres moyens, sans garantie, pour pouvoir ensuite potentiellement se faire aider et fuir l'Afghanistan. Donc c'était un vrai crève-cœur. La situation est vraiment terrible. Moi qui ai pu assister en 2005 vraiment à une Forme émancipation. d'ouverture. Oui, tout à fait, à une capacité, voilà, aujourd'hui, enfin à l'époque, de pouvoir à nouveau, dans mon expertise à moi, en tout cas le sport est miroir de la société, donc de voir que voilà, il y a une ouverture, elles peuvent pratiquer sans être menacées de mort à l'époque. Et oui, ça a fait partie dans mon cheminement d'une expérience marquante dans mon engagement auprès spécifiquement des femmes et des jeunes filles. Et c'est pas le seul. Autre moment déterminant dans votre vie, Oui. c'est votre seconde rencontre en RDC, donc en République démocratique du Congo, avec le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, le gynécologue qui répare les femmes mutilées sexuellement. Cette rencontre, elle vous a changé. Oui. Expliquez-nous ce changement. J'avais donc cette expérience-là, j'ai eu beaucoup d'expériences en étant profondément humaniste et convaincue du pouvoir du sport, donc d'aller au Burundi, en Haïti, en France aussi, hein, évidemment, de rendre cette pratique du sport accessible. Le docteur Denis Mukwege, je l'ai rencontré à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones au Quai Branly en 2013. C'est la première rencontre à Paris. Absolument, à Paris. Il témoigne de son travail avec une tentative d'assassinat 1 an avant, parce qu'il est gynécologue et qui signale à la communauté internationale qu'il y a vraiment un grave problème d'un conflit lié aux minerais, d'ailleurs, dans le Kivu,
et où les femmes sont prises en otage, donc viol utilisé comme arme de guerre, je savais même pas que c'était possible. Devenir un gynécologue, expert de la chirurgie réparatrice, de l'appareil génital, je ne savais pas. J'étais effondrée et il se trouve que j'étais donc au Burundi, 4 ans avant, à l'occasion du Forum mondial, ou à l'occasion d'un marathon pour la paix, où l'État burundais venait de signer un accord de paix avec les rebelles à l'époque. J'y étais allée avec Marie-Josée Pérec, avec Richard Dacoury. Ça aussi, ça a été une expérience marquante. Et la femme du co-organisateur de ce marathon, Suzanne, a travaillé à la mise en place à la Maison Dorcas, donc le lieu d'accueil de 45 jeunes femmes vraiment en situation extrême avec l'enfant issu du viol, ou une chirurgie réparatrice qui n'a pas bien fonctionné, donc elles sont toujours incontinentes, dans un lieu holistique où elles ont accès à des soins médicaux, psychologiques, à un accompagnement juridique pour sortir de l'impunité, et puis un accompagnement socio-professionnel. Et donc je me suis rendue, après avoir entendu le témoignage du docteur sur le site, et là je me dis, Pourquoi n'a pas apporté ma compétence du karaté pour exactement, favoriser le processus de résilience des femmes? exactement, de reconstruction psychocorporelle, en ayant fait le constat que même si cette approche qu'il avait mis en place le docteur Mukwege d'accompagnement holistique, il a mis ça en place en 2008, et je me suis dit, et le corps après le viol, après l'opération chirurgicale, qu'est-ce que font ces survivantes? Comment elles se réapproprient, comment elles se reconstruisent aussi par le corps qui était la source du traumatisme psychologique. Bien sûr, ouais. Et ce constat que j'ai fait en 2014, enfin, quand j'y suis allée, il est mondial. Une femme sur 3 dans le monde a vécu des violences, physiques ou sexuelles, donc on parle bien du corps. Qu'est-ce qu'on propose dans la reconstruction de ces femmes, majoritairement femmes, et des enfants? Rien. Donc, Fight for Dignity. C'est là que vous est venue l'idée de fonder votre Voilà. association, qui a vu le jour en 2017. Fight Exactement. for Dignity, se battre, on le redit, pour la dignité. Exactement, parce que quand j'y suis allée, fort de mes différentes expériences, je me dis, il faut que je forme, je ne suis pas congolaise, il faudrait que je puisse former un enseignant, Franck Wabé, qui enseigne toujours d'ailleurs à la Maison Dorcas, que j'allais voir régulièrement pour... D'ailleurs, là, on vous voit avec voilà, l'âme congolaise. c'est ça. Et là, on est vraiment... donc Franck, il est à côté de moi, ici, là. Et donc ça, maintenant, aujourd'hui, c'est des femmes qui viennent tous les 6 mois, des jeunes femmes, toujours pareil, qui viennent pour ensuite retrouver autonomie et émancipation. Et une fois par semaine, elles ont l'atelier. Et même aujourd'hui, c'est Franck et une ancienne survivante que j'avais rencontrée en 2014, Zawadi, qui travaille aussi, qui est devenue enseignante et qui continue donc à son tour à transmettre aux petites. Et c'est aussi leur témoignage, celui de Zawadi, de Sandra, de Marie, qui m'ont dit, ça m'a fait du bien et je veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à ma sœur, à ma tante, à ma grand-mère. Je veux transmettre aussi. Et donc, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, votre association? Est-ce qu'elle se développe en France, à l'étranger? Absolument. Ce qu'on a fait, ce que j'ai réfléchi de manière empirique au départ, et même je peux vous dire qu'au départ, je pensais self-défense. Je me suis dit, oui, il faut qu'elles apprennent à se défendre, parce que je n'avais pas compris les symptômes post-traumatiques, j'avais pas compris la dissociation, le fait que, évidemment, je voyais des petites en 2014 qui n'étaient pas là. Elles étaient absentes parce que ça provoquait chez elles des réviviscences, des flashbacks, et avec un rapport au corps extrêmement compliqué. Donc moi, j'ai dit oui, je pensais avec la colère, il faut se défendre. C'est trop tard, en fait. Elles sont déjà traumatisées. Donc, ce que je vous dis, je l'ai dit en France, j'étais marraine de l'opération Sexisme pas notre genre à Laurence Rossignol à l'époque, en 2016. Elle me dit, pourquoi vous faites pas ça en France? Et je me suis dit, mais en France, est-ce qu'il y en a... C'est là que j'avais pas compris, en fait, à quel point c'était invisibilisé, l'accompagnement accessible et adapté du sport, voire mais ça n'existait pas. Et donc, Rada Hatem, la gynécologue qui a créé la Maison des Femmes au départ à Saint-Denis, Oui. Voilà. Qui soigne, qui reçoit 4000 patientes par an.
la Maison des femmes à Saint-Denis. Est-ce que vous êtes en lien avec Exactement. des femmes qui sont victimes de violences sexuelles diverses et vous Exactement. avez par ailleurs également l'excision. C'est ça. Et on voit très bien là, dans le film qui vient de sortir et qui est en salle actuellement, qui s'appelle La Maison des La femmes. Maison des femmes, absolument. Et j'ai mon personnage. Je suis représentée, donc il y a des séances de karaté. Avec le fameux kiai. Exactement. C'est quoi le kiai? Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, des choses que nous faisons dans l'effort. Sauf que nous, on s'en sert, c'est pousser un cri. Mm. Et c'est quelque chose, même d'ailleurs, que je trouve aujourd'hui, on ne s'autorise plus. Pour plein de raisons. Et nous, en karaté, c'est une forme le ki, c'est l'énergie. Et quand on pousse un kiai, c'est-à-dire qu'on donne encore plus d'énergie à la technique que nous faisons. Et naturellement, pour les patientes avec qui nous travaillons donc dans les 19 structures médicalisées aujourd'hui en France, donc on a même signé une convention de partenariat avec les hôpitaux de Paris. On est dans plusieurs hôpitaux à Paris. On est à Plaisir Saint-Germain-en-Laye avec Women and Children Safe. On est à Marseille, à Brive, à Toulouse, à Bordeaux. Et donc à chaque fois, on a un enseignant qu'on forme au continuum des violences, qu'on forme, on déconstruit son approche du karaté. On lui explique pourquoi on fait du karaté de cette manière, parce qu'on répond à des symptômes post-traumatiques. Je ne l'ai pas. J'ai créé cette méthodologie donc d'adaptation du karaté au trauma avec des psychocliniciens, Linda Tromeleux que je salue, avec des spécialistes de l'activité physique adaptée, pour vraiment faire que la patiente, l'enseignant aussi soit à l'aise avec la patiente, avec les patientes. Et en France, voilà, c'est de cette manière-là aussi, sur un modèle holistique aussi. Ça veut dire que les structures médicalisées, dans le parcours de soins de la patiente, répond d'abord aux besoins de la patiente. Effectivement, ça peut être des mutilations génitales, donc on va répondre à la problématique du clitoris. Parfois, malheureusement, il peut y avoir de l'incontinence, il y a du trauma. Donc ça veut dire la peur, la honte, la culpabilité habite la majorité des femmes. Comment on les rassure sur le fait que ce soit normal qu'elles aient ce ressenti, et comment après le médecin va l'orienter à un moment donné, quand il va sentir qu'elle est prête, à l'atelier karaté. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ça peut être un médecin légiste, un gynécologue, une sage-femme en fonction de la structure médicalisée. Donc on travaille vraiment ensemble au service de la survivante. Et de la reconstruction. Autre Exactement. changement dans la continuité, vous avez été également ambassadrice pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de 2019 à 2023. Vous étiez la première athlète issue de la société civile à ce poste, la première et dernière femme ambassadrice. Alors, quelles actions vous avez pu mener et est-ce que vous avez eu les moyens de votre ambition? Ah, c'est une très bonne question. D'abord, un honneur, une grande fierté. Que aussi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le gouvernement me fassent confiance, parce que on m'a appelé pour mon ingénierie, mais ils étaient quand même pas sûrs du résultat. Ça a été alors souvent je parle d'histoire d'amour, vous voyez, c'est-à-dire que je fais rien sans penser que c'est vivant, hein, donc mais j'ai beaucoup appris. C'était avant les Jeux. J'avais 2 prédécesseurs qui avaient vraiment structuré la stratégie de la France autour de cet outil de soft power. Comme David Douillet. Alors David Douillet, lui, il était était secrétaire d'État aux Français de l'étranger. Oui. Donc c'est un peu différent. Oui. Mais ce qui a été merveilleux, c'était donc en 2014, il y a eu une vraie appropriation de la thématique du sport dans toute sa transversalité. On est une terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux en France, et c'était de se dire il faut absolument que ce grand ministère, enfin petit mais très actif, et ce ministère qui est quand même le 3e plus grand réseau diplomatique dans le monde, à travers son réseau, ça s'approprie cette thématique. Donc j'ai été très fière qu'on ait fait appel à mes compétences. Et j'ai beaucoup appris de la diplomatie. J'ai beaucoup de respect pour ce ministère et pour les agents, avec qui naturellement, n'étant pas n'ayant pas fait le parcours de diplomate, ils m'ont fait confiance pour travailler ensemble. Et j'espère, voilà, j'ai contribué. Mais il n'y a plus de femmes depuis.
Alors oui, c'est vrai que mes deux successeurs Sont sont des des hommes. hommes. Voilà. Il y a 2 problèmes importants, pour les sportifs de haut niveau. Il y a un, comment accompagner, les sportifs dont les activités sont peu rémunératrices. Je pense par exemple à des lanceurs de poids, des lanceurs de javelot, enfin ce genre d'activités. Et puis le second problème, c'est plus généralement comment on se reconvertit une fois qu'on en vient à sa retraite sportive. Ouais, c'est une très bonne, c'est pareil, c'est une difficulté qu'on rencontre beaucoup d'athlètes. Alors, ça s'anticipe. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens pour pouvoir avoir un double projet sur effectivement ces disciplines, l'aviron, les disciplines olympiques notamment, mais pas que, le squash. Euh, il y a des circuits professionnels, mais pas dans toutes les disciplines. Et ça veut aussi dire que il y a un vrai travail qui a été fait au niveau du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, et du Comité national olympique et sportif français et paralympique, parce que n'oublions pas les Mmh. Paralympiens, où les conditions sont parfois encore plus complexes pour pouvoir vivre pleinement de son engagement dans le Mmh. sport. Et ça nécessite, c'est vrai que souvent on me dit: «Oui, mais toi Laurent, c'est pas pareil». J'ai dit: «Oui, mais moi, c'est vrai que ça n'a pas été facile à l'école parce que je mangeais, je dormais, je buvais karaté. J'ai fait le choix de ce sport, mais le double projet aujourd'hui est de mieux en mieux encadré, accompagné. Il y a des référents dans les fédérations pour pouvoir aussi des partenaires, des entreprises qui peuvent accompagner les athlètes. Et aussi, je reviens sur le volet éducation, sensibilisation, de se dire, d'avoir conscience, ça j'en avais aussi conscience qu'on est sur des sports non professionnels et que ça nécessite aussi d'à la fois se préparer à l'après, donc soit faire des études ou aujourd'hui on peut aussi dans certaines entreprises faire un temps partiel, même si effectivement ça reste un temps partiel. Donc la précarité est possible dans ces choix. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que le Qu'il y a milieu un de l'entreprise. accompagnement, non? Alors, il y a l'accompagnement, mais c'est pas systématique. Les niveaux sont inégaux dans ce qui est possible pour les sportifs, mais aussi aux sportifs. Là, je fais vraiment d'avoir conscience de nos qualités qui sont pas forcément valorisées, de notre capacité à pouvoir s'inscrire de manière que notre excellence dans le sport de niveau est tout à fait transférable dans n'importe quel écosystème. Nous sommes des personnes, c'est pour ça même au niveau de la diplomatie, je dis Mmh. allez-y, on a cette, quand on a travaillé, qu'on a rencontré, qu'on était dans tous les pays, qu'on a représenté la France avec nos valeurs, en représentant l'excellence de notre discipline. Euh, Bah, vous avez l'expérience et la compétence. mais oui, et c'est vraiment on n'est peut-être pas les champions en France pour valoriser par rapport à d'autres pays, notamment anglo-saxons, de notre force et notre capacité à penser que si on l'a fait à très haut niveau, c'est transférable. Souvent, j'ai parlé du complexe du sportif, mais il y a aussi cette appréhension puisqu'on travaille beaucoup, c'est une sorte de huis clos, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de ne pas se fermer dans son univers, dans l'univers du sport et s'ouvrir pour pouvoir justement rebondir. Et notamment, si on aime bien, il n'y a pas de saut métier, je veux dire, ça peut être l'artisanat. Moi, j'ai vrai que j'avais la soif d'apprendre et d'aller comprendre comment fonctionnait le milieu de l'entreprise et dans l'entrepreneuriat et de faire les secs. Et c'est avec les outils de gestion, mais on peut être plombier. Enfin, on a cette capacité-là de travail et de grande valeur de connaissance de soi-même qui est tout à fait utile dans n'importe quel milieu professionnel, je pense. Et enfin, de toute votre carrière, quel est le moment fort, le plus fort que vous retenez? Ah là là, c'est terrible parce il y en a plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de mon âge et de ma maturité, C'est pas le même. et oui, je pense que naturellement, il est lié à la performance euh, et que Rio de Janeiro, ça a été déjà le Brésil. Le fait d'être dans ce pays, j'étais
je sais pas, c'est comme si j'étais brésilienne, vous voyez, et c'était un soulagement. C'était un vrai soulagement de vous voyez, de se dire voilà, c'est fait, La première j'y ai sensation. cru, ça s'est produit, soulagement. Et ça s'est fait de la meilleure des manières. J'étais la finale de cette finale-là, j'étais comme un animal, vous voyez, j'étais cette espèce de sensation où vous voyez la personne au ralenti, c'était une fluidité, c'était merveilleux. Alors, le par équipe aussi, en 2000 à Munich, ça a été le fait de partager la victoire et en pensant au parcours qu'on a eu, la complémentarité de chaque athlète, donc Patricia Chéreau, Nathalie Leroy, Nadia Mechri, on a ouvert la voie, on a, quand c'est partagé, parce qu'on se dit oui, c'est un sport individuel, mais non, c'est ça, on a besoin des autres pour progresser, c'est le regard, c'est les échanges, c'est le travail ensemble. Et ça a été merveilleux. Et enfin, je prends les 3 titres, mais c'est tellement vrai. Je savais que c'était le dernier, 2006. Ah, donc Je forcément, il a une savais que saveur c'était le dernier. particulière. Et oui. Et il se trouve que j'ai gagné. Et que, en plus, j'ai eu l'expérience de l'Afghanistan. Et, et les petites, c'était une ouverture pour moi encore plus puissante de ce c'est une ouverture, mais qu'est-ce que je connais de l'Afghanistan? J'en connais rien. C'est un pays avec une histoire. Alors, j'invite à lire Joseph Kessel, euh, euh, voilà, comment est-ce qu'on s'approprie aussi une culture et de voir à quel point on pouvait mettre des gens tout un pays plus qu'à terre, enfin, où la déshumanisation, le fait de même pas être considérée en tant que femme, de ne plus avoir ni de valeur, ni de ne pas être considérée comme un être humain, quand vous êtes athlète et que vous vous retrouvez face à ça, vous voyez, c'est pas simplement d'avoir été championne du monde, de finir sur ce titre, c'est d'avoir été portée par cette conscience aussi du privilège. Et même si on a des axes de travail encore merveilleux et extraordinaires, mais de se dire, voilà, j'ai rencontré des femmes, des jeunes femmes, vraiment qui m'ont beaucoup touchée. Elles étaient dans mon cœur. Et j'avais l'impression aussi à ce moment-là déjà de porter un message. Et ça a été, ouais, donc c'est au-delà c'est au-delà évidemment de la simple. J'aurais pu perdre, je vous aurais dit la même chose en fait, parce que c'est une autre manière d'aborder l'autre dans cette intensité qu'est le combat. Ouais. Merci infiniment, Laurence Fischer, d'être venue. Merci. Et merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Et on se retrouve très vite sur YouTube Première de France 24. Merci à vous tous.